vais vous parler de mes plus grosses erreurs à Dubaï, car même après 12 ans ici, j'ai fait quelques erreurs dans l'investissement, dans l'immobilier, etc. Et certaines d'entre elles m'ont coûté assez cher. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Agathe, je suis à Dubaï depuis 2013, donc ça fait 12 ans. J'ai investi depuis 10 ans et je suis la fondatrice de l'agence Dubaï. J'accompagne les investisseurs étrangers dans leur parcours d'investissement immobilier ici sur Dubaï. Du coup, on va se balader un petit peu en voiture aussi. Je vais vous parler de mes erreurs et on va se balader dans le quartier de Jumeirah. Là, on est à City Walk. Sur la gauche, on a Sheikh Zayed Road avec Burj Khalifa là qui est juste derrière. Et je vais traverser un petit peu City Walk et on va aller sur Jumeirah. C'est un quartier qui est ultra résidentiel et dans lequel nous, en tant qu'expatriés, on n'a pas le droit d'acheter. Il n'y a que les Émiratis et les ressortissants du Golfe qui peuvent acheter là-bas. Donc il y a très peu de programmes. Du coup, c'est un quartier qu'on voit jamais sur les vidéos et je vais en profiter pour vous le faire visiter un petit peu en vous racontant mon histoire. Donc là sur la droite, ce que vous voyez, c'est City Walk. On va passer derrière. Donc à droite on a City Walk, à gauche on a la skyline de Dubaï et devant là, juste en face de City Walk, on va avoir plutôt des quartiers de villas, des villas d'Émiratis. Dans cet endroit-là, rez-de-chaussée plus un seul étage, c'est le maximum. Donc du coup, c'est pour ça qu'il n'y a que des choses qui sont très basses. Et du coup, c'est top pour les gens qui sont de ce côté-là de City Walk parce qu'ils ont une vue super dégagée sur la skyline. Et c'est aussi l'endroit où il y a le coucher de soleil, le canal, etc. Ça là, ah tiens, mon projet préféré, Central Park. Là, on le voit en chair et en os, en vrai. Donc ici, on a les premiers buildings qui vont être livrés dans pas longtemps. Là, on a le building Erin qui va être livré d'ici 1 an à peu près, là le deuxième qui est encore en construction. Sur celui-ci, on va avoir une livraison dans à peu près 6 mois. Celui qui est sur la droite, on voit qu'il est déjà peint, etc. Et au milieu, on va le voir là, entre les buildings, c'est un énorme parc qui n'est pas encore terminé parce que le projet est encore en construction. Et donc, quand on voit ça, on comprend la proximité de Downtown, Jumeirah, on a la plage pas loin, City Walk, tout ça, c'est ce qui fait vraiment la valeur de ce quartier. Donc tout à l'heure, je vous disais que j'allais vous parler de mes plus grosses erreurs à Dubaï. J'ai commencé à investir ici en 2015, donc c'était il y a 10 ans. Et j'étais à Dubaï depuis 2 ans. Donc étant donné que j'avais déjà investi dans l'immobilier en France et je me sentais assez confiante, j'ai pris un petit peu de temps pour comprendre un petit peu le marché, etc. Et j'ai fait plusieurs erreurs. J'habitais à Downtown à l'époque, c'est un quartier que j'adorais et qui était encore en construction. Il y avait déjà le Dubai Mall, Burj Khalifa et il y avait quelques tours, mais on était encore, il y avait encore pas mal d'opportunités à l'époque et j'aurais eu l'opportunité d'acheter sur plan. Par contre, comme j'y connaissais rien et que ça me faisait un peu peur, j'étais quand même dans un pays étranger, je venais juste d'arriver, etc. Je me suis dit vas-y, on va jouer la sécurité, je vais acheter un appart one bedroom parce que du coup c'est pas très cher et c'est assez demandé sur de la location, etc. Et j'avais un petit peu d'économie, donc je me suis dit vas-y, je prends un appart one bed dans une tour existante et je le mets en location. À l'époque, tu travaillais pas dans l'immobilier, c'est ça? Non, pas du tout. À l'époque, j'étais salariée et je me disais c'est bon, j'ai vendu mes trucs en France et j'ai du cash. Ici, on voit que c'est un truc qui est en train de se développer. Moi, j'y crois dur comme fer. Je me plais ici. J'ai tout un entourage de personnes qui comptent rester ici sur plusieurs années. Je pense que c'est une ville qui va se développer. Donc, vas-y, j'achète, j'investis ici. Et donc, du coup, j'ai acheté à l'époque un one bedroom. J'ai acheté quelque chose de livré et j'ai pas fait de crédit dessus. Donc, j'ai fait 2 erreurs. C'est qu'en fait, j'ai mis tout mon cash sur un seul bien. Du coup, je pouvais rien faire d'autre et j'ai pas utilisé de levier bancaire alors que j'aurais pu parce qu'on était sur quelque chose qui était livré, j'étais salariée, etc. Donc c'était possible. Et en plus, au lieu d'aller investir sur plan dans un endroit, imagine-toi pouvoir être capable d'investir sur plan à Downtown il y a 10 ans. Ouais, forcément, j'aurais signé tout de suite. Mais... et partir plutôt sur un bien livré. Donc en fait, j'étais sur un bien qui était un peu défraîchi comparé à tout ce qui est sorti par la suite et j'aurais pu vu que j'avais du cash, bénéficier d'un plan de paiement. Au lieu d'en prendre un, j'aurais pu en prendre 2 voire 3 et les revendre au fur et à mesure. Et aujourd'hui, j'aurais fait beaucoup plus d'argent parce qu'au final, ce qui s'est passé, c'est que je me suis formée un petit peu sur le marché de l'immobilier à Dubaï. J'ai compris certaines choses et j'ai fini par le revendre 2 ans plus tard en ne faisant pas d'argent parce que en fait, ce que j'avais récupéré en loyer moins les service charges, ça a absorbé au final mes frais d'acquisition. Parce que quand on achète sur plan, on va payer les frais de DLD de 4%, mais en plus on paye aussi des frais d'agence. Donc au final, quand on a un appartement qu'on a exploité pendant 2 ans, il y a déjà la première année d'exploitation qui sert tout juste à absorber les frais d'acquisition en fait, en réalité. Donc c'est un truc sur lequel j'ai pas fait d'argent. Autre grosse erreur, moi je suis arrivée ici en 2013 et en fait fin 2013, en décembre
septembre exactement, on a eu l'information du comité des expositions universelles qui a annoncé en fait que Dubaï allait accueillir l'exposition universelle en 2020. À l'époque, on était en fin 2013. Les bruits qui couraient, et c'est pour ça aussi c'est hyper dangereux de suivre la masse en fait en investissement et surtout d'écouter un peu ce que dit ton oncle Michel qui connaît rien à rien, ton collègue de travail qui lui aussi a son argent sur un livret A depuis 20 ans, etc. En fait, tout le monde se permet de parler, surtout en termes d'investissement, mais peu de gens ont une réelle expertise. Et donc du coup, ce qui se disait, les bruits qui couraient à Dubaï à ce moment-là sur l'immobilier, c'était on va avoir l'expo qui va arriver dans 7 ans et du coup, les prix vont flamber en fait. Tout va monter d'ici 2020, donc tout le monde était en mode on achète. Donc moi, j'ai acheté à l'époque en 2015. Il faut savoir que 2014, suivant du coup cette annonce, c'était le moment où à Dubaï, le prix de l'immobilier a été le plus élevé, à part ce qui se passe aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était quelque chose qui était 100% spéculatif, c'est-à-dire que tout le monde s'est dit l'expo arrive, tout va monter jusqu'à 2020 et après on verra bien ce qui se passe. Et donc du coup, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça a flambé sur 2014 et début 2015, quand moi j'ai acheté. Et ensuite, vu que c'était pas du tout quelque chose qui était justifié par une augmentation de la population, par une réelle attractivité de Dubaï, à part cette annonce qui venait quand même dans 7 ans, donc c'était pas non plus demain, et c'était complètement artificiel en fait. Ça a été une hausse de prix qui était complètement artificielle et ça s'est écroulé. Donc en fait, moi, l'appart que j'ai acheté à cette époque-là, non seulement il n'a pas pris de valeur parce que la personne qui a acheté sur plan a fait elle une belle plus-value parce que ça a pris de la valeur au moment de la livraison, et moi je l'ai acheté au pic en fait. Je l'ai acheté au pic sans regarder pourquoi les prix avaient monté, étudier un petit peu et analyser les données sur le marché de Dubaï dans sa globalité et vraiment le comprendre. Donc la première erreur, ça a été d'acheter un bien livré alors qu'il y avait énormément d'opportunités d'acheter sur plan dans ce quartier qui est downtown, qui est aujourd'hui l'ultra-centre de Dubaï. La deuxième erreur, ça a été d'acheter un bien livré et de ne pas faire appel au levier bancaire. La troisième erreur, ça a été d'acheter au pic sans réfléchir, juste en écoutant les rumeurs, les bruits de couloir et en gros ce que disait la masse non expert, non qualifiée du marché de Dubaï, au lieu de me faire mes propres recherches, d'aller analyser les datas et me faire ma propre idée. Et autre erreur, c'est que j'ai toujours été hyper conservatrice dans mes investissements. Et ça, alors là j'ai parlé de mon premier investissement, mais j'ai continué de faire ça par la suite. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu seulement investir dans des prime locations avec des prime développeurs. C'est-à-dire j'ai toujours voulu investir dans des endroits comme City Walk, Creek Harbor, Downtown, Marina, ce genre d'endroits, et toujours avec soit du Meras, soit du Ema. Ce qui en soi, c'est pas une erreur parce que j'ai jamais perdu d'argent. J'ai investi du coup quand je suis sortie de cet investissement sur Downtown, sur du livret. Ensuite, je me suis positionnée je l'ai vendu pour me positionner sur Creek Harbor, où là du coup j'étais sur quelque chose qui n'existait pas, avec certes un développeur prime, mais au tout début du développement d'un nouveau quartier et sur plan. Donc là, j'ai gagné de l'argent. Mais du coup, comme j'ai eu ce bon retour d'expérience, je me suis vraiment limitée à ce genre de fondamentaux, on va dire. Et ensuite, quand j'ai commencé à travailler dans l'immobilier et quand j'ai commencé à explorer tout ce qui pouvait être possible sur le marché, je me suis rendu compte que parfois, en allant miser sur un nouveau développeur privé qui n'est pas hyper connu, je vais donner un exemple très parlant à tout le monde, Ellington. Si j'avais investi dans du Ellington il y a 5 ans à JVC, par exemple, j'aurais fait plus d'argent qu'en achetant sur un one bed sur Creek Harbor, par exemple, en proportion évidemment. Et moi j'ai été assez snob en fait à me limiter, non je vais être que sur Downtown, je vais aller que avec du Emar, que avec du Meras, et au final quand on fait confiance à des nouveaux développeurs qui vont faire des prix d'appel hyper abordables, qui vont proposer des plans de paiement super intéressants, en misant sur eux et en misant à la fois sur des nouvelles localisations. Attention, ça veut pas dire qu'il faut aller acheter dans la Pampa où il y a zéro connexion avec le reste de Dubaï, où on est hyper loin dans les terres et où il n'y a que des développeurs cheap. Mais si on mise sur un développeur auquel on croit, qu'on se focus sur des quartiers qui sont en devenir et qui vont avoir des destinations premium, au final on va faire beaucoup plus d'argent qu'en se limitant à des développeurs comme Emaar, Meras, etc. On va limiter le risque, et je le dis tout le temps, attention, vous achetez à distance, regardez le développeur, regardez la localisation, etc. Mais au final on va faire plus d'argent en allant miser sur un développeur qui va être hyper compétitif en termes de rapport qualité-prix, si la qualité est bonne. Sur Ellington, on est sur une qualité en l'occurrence qui est supérieure à Emaar.
Et Ellington, il y a 5 ans, personne connaissait et tout le monde disait mais c'est qui? Mais non, mais je comprends pas, ils sont trop chers, etc. Et aujourd'hui, les gens qui ont acheté sur du Ellington il y a 5 ans, ils ont fait x2, sans compter les loyers, etc. Ensuite, ma dernière erreur, ça a été de toujours, et ça aussi c'est encore un peu un débris ou je sais pas, des restes, en fait, un biais qui découle de l'expérience qu'on a de l'immobilier en Europe. C'est qu'en Europe, la plupart des gens vont acheter des apparts en biens d'investissement, vont acheter des studios, en général des petites surfaces, studios et 2 pièces. Et le jour où ils vont devenir propriétaires de leur résidence principale, ils vont acheter une maison. Ici à Dubaï, les meilleurs biens d'investissement, ce sont les townhouses et les villas. C'est sur ça qu'il y a la plus grosse demande locative, la plus grosse tension sur le marché, et c'est sur ça qu'on va faire les meilleures plus-values à la revente. C'est vraiment un investissement ultra sûr. Et en fait, moi, comme j'avais le biais européen, je suis partie sur, voilà, j'achète un one bed là, j'achète un studio là, etc. Et en fait, c'est pas du tout sur ce type de bien qu'on fait les meilleures performances. C'est vraiment sur tout ce qui est townhouse et villa. Et j'ai vraiment tardé à me lancer sur ce type de bien. J'ai eu une dizaine d'appartements avant de vraiment vraiment garder une townhouse, une villa ou l'acheter sur plan. J'ai investi dans des townhouses avec des partenaires pour faire de l'achat, rénovation, revente, mais c'est pas de ça dont je parle. C'est vraiment acheter une townhouse ou une villa sur plan, la revendre au moment de la livraison ou au contraire la revendre plus tard, l'exploiter pendant des années. Je vois des gens qui ont acheté à l'époque sur du Damac Hills, sur du Arabian Ranches ou sur des endroits comme Dubai Hills à l'époque, où on se disait mais c'est une communauté énorme qui va mettre un temps fou à se développer, et au final non. Au final, en 5 ans, Emaar avait tous les vrais et les maisons aujourd'hui, avec du recul, elles ont fait x2 et on est sur plus de 10% de rentabilité nette, parce qu'en plus sur les townhouses, bien sûr les loyers sont plus élevés et les service charges sont 5 fois moins chers que sur un appart sur du downtown par exemple. Et ça, je m'en suis rendu compte très tard dans mon parcours d'investissement, parce que tout simplement en Europe, on fait pas ça. On achète des apparts, on n'achète pas des maisons pour les mettre en location. Et voilà, ça a été une de mes plus grosses erreurs. Si aujourd'hui j'avais 4-5 villas payées et en exploitation, je pourrais arrêter de travailler et je serais tranquille jusqu'à la fin de mes jours. Et moi, je me suis obstinée à acheter des apparts dans des prime locations avec des top développeurs, et au final, ça m'a pris beaucoup plus de temps. J'ai gagné de l'argent, j'ai pas perdu, j'ai limité mes risques, et peut-être que si c'était à refaire, je referais la même chose parce que j'avais vraiment pas envie de prendre du risque. Mais au final, j'ai gagné moins que quelqu'un qui aurait acheté soit des townhouses à l'époque ou misé sur des développeurs un petit peu moins première catégorie en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre à Dubaï. On est sur un marché qui est en évolution constante, aussi bien en termes de développement de quartier que de nouvelles entreprises, nouveaux développeurs qui se développent, qui se créent, et miser sur un nouveau développeur qui va se positionner sur le segment haut de gamme, qualité et bon rapport qualité-prix, c'est vraiment un pari gagnant. Bon, c'est grave cool en tout cas que tu te sois confié. Je pense que c'est pas tout le monde qui admet avoir fait des erreurs, même si on peut pas vraiment appeler ça des erreurs, parce qu'au final, tu étais quand même à Dubaï avant une grande partie des gens, tu as été précurseur dans ta volonté d'investissement, mais j'ai quand même pas mal de questions à te poser. La première, c'est pourquoi tu t'es pas fait accompagner par un agent immobilier pour ton premier achat par exemple? En fait, j'avais l'impression que, pour moi c'était clair, tu sais, même quand j'avais fait mes investissements en France, je savais exactement ce que je voulais, je savais dans quel quartier je voulais, donc du coup je regardais des annonces sur Se Loger, etc. Et là à Dubaï j'ai fait pareil. Donc pour le premier investissement qui était sur du ready, là, qui était prêt à downtown, j'ai fait pareil, j'ai cherché sur Property Finder, Bayut, etc. Et au final je suis quand même passée par un agent, mais c'est moi qui ai trouvé le bien et j'avais ma stratégie en tête. Et finalement, quand j'ai fait mon deuxième achat sur du off-plan, là j'ai fait appel à l'époque à un agent en fait. C'est même lui qui m'a prospecté à l'époque et qui m'a dit ouais mais madame, je sais pas du tout comment il a eu mon numéro, d'ailleurs c'était un Belge, il s'appelait Jérémy, dédicace, parce que c'est grâce à toi que je suis rentrée dans ce truc là d'investissement sur plan. Et lui il m'a expliqué en fait, il m'a expliqué la mécanique, il m'a expliqué le concept des payment plans, du fait que ton investissement prend de la valeur alors que toi tu l'as pas encore payé entièrement. Et c'est là que j'ai compris la puissance du truc. Et après j'ai plus fait que ça. Mais au début, toi c'est pareil, tu es investisseur en France, et j'imagine que tu as acheté la plupart de tes biens, tu les as achetés en prêt sur le marché secondaire, parce qu'en fait c'est en Europe, après je vais parler plus de la France, mais je pense 90% du marché c'est des biens du marché secondaire, donc forcément tu pars là-dessus. Ok, donc dans l'idée, dans les erreurs que tu as réalisées a posteriori, aujourd'hui tu pourrais dire que ne pas avoir fait appel à un agent, au final c'est une erreur sur le marché de Dubaï?
Ouais, c'est clair. Parce que de toute façon, toi, tu arrives sur un marché que tu connais pas. Il y a aussi ça. C'est que souvent, quand on se lance dans l'investissement immobilier en France, par exemple, on achète en général pas très loin de chez soi. Donc au final, on connaît le marché et on peut se débrouiller tout seul. Là, moi, quand je suis arrivée à Dubaï, je connaissais rien en fait. Je venais d'arriver et j'avais des préjugés qui étaient beaucoup basés sur mon expérience dans l'immobilier en France et à Paris. Donc c'est encore un marché ultra spécifique. Et du coup, j'ai reporté ces automatismes que j'avais sur le marché local, alors qu'ici, on est sur un marché qui est complètement différent, sur une ville qui, à ce moment-là, faisait peut-être la moitié de ce qu'elle représente aujourd'hui. Donc les opportunités, elles étaient vraiment sur le marché sur plan. Et sur tes amis de l'époque, est-ce que les gens que tu côtoyais au quotidien, est-ce que c'était des investisseurs, est-ce qu'ils avaient acheté, ou tu t'es lancé toi dans le bain toute seule? Pas du tout. Il faut comprendre qu'il y a 10-15 ans à Dubaï, on n'était pas du tout sur ce que c'est aujourd'hui. C'était des gens dans mon entourage, c'était des gens qui avaient la vingtaine ou qui étaient jeunes diplômés, donc déjà ils n'avaient pas trop les moyens d'acheter. Et en plus, ils étaient dans une autre optique où on arrive à Dubaï, on est un peu pionnier, on pense beaucoup à sortir, etc. Et surtout à cette époque-là, il y a 10-15 ans, on ne se projetait pas du tout sur du long terme à Dubaï. Les gens se disaient, je reste ici 5 ans, je fais du cash et ensuite je rentre en Europe. Et donc du coup, non, j'ai été, moi dans mon groupe d'amis, j'ai été l'une des premières et pendant super longtemps. La plupart des gens que j'ai connus il y a 12 ans, ils commencent à acheter seulement maintenant. Mais qu'est-ce qui fait que, contrairement aux autres, tu t'es pas dit je suis que de passage à Dubaï, je vais rester quelques années, je vais gagner de l'argent, je vais partir? Pourquoi tout de suite tu t'es dit j'investis Parce que moi je suis pas venue à Dubaï pour faire de l'argent en fait. Moi je suis venue à Dubaï pour vivre ici. Parce que Dubaï ça me plaisait, ça cochait toutes les cases en fait. La sécurité, le beau temps, la plage, les opportunités professionnelles, avoir un bon salaire, habiter dans un cadre de vie qui est exceptionnel. Je suis pas venue ici pour faire de l'argent, coffrer et ensuite retourner en région parisienne. J'ai quitté la région parisienne pour vivre cette vie-là et je me suis tout de suite projetée sur du long terme. Et en plus, je trouve que l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que tu restes 5 ans ici et que tu te projettes pas que tu peux pas investir et revendre dans 5 ans quand tu t'en vas ou même garder. C'est pas un frein. Mais moi, en fait, j'ai cru tout de suite au projet de Dubaï dans sa globalité et c'est vrai que j'ai compris que Dubaï, c'était pas un feu de paille et que c'était vraiment une ville qui se développait avec des fondamentaux super solides. Et du coup, je me suis dit, il faut monter dans le train le plus vite possible. Bon, et autre chose, tu nous dis avoir investi qu'avec des prime locations. Et autre chose, tu nous dis avoir investi uniquement dans des prime locations avec des prime développeurs. Est-ce que c'est parce qu'à l'époque, il y avait encore toutes ces histoires à Dubaï que certains promoteurs sont partis avec la caisse et du coup tu avais peur ou genre, tu vois, c'était quoi ta démarche? Non, pas spécialement en fait. Déjà, première chose, c'était un manque de connaissances. Moi, j'avais un boulot à plein temps, j'avais pas que ça à faire de me tenir au courant de tous les développeurs que tu vois, Imar, sur tous les buildings, tu te dis, eux, ils ont l'air d'être bons, ils ont l'air d'être solides. c'est eux qui ont construit Burj Khalifa, c'est eux qui ont construit le Dubai Mall. Allez, les gars, je pense que c'est bon, ils savent ce qu'ils font. Et donc, tout simplement, je me suis dit ça. Et j'étais déjà dans un pays étranger où j'étais pas là depuis longtemps, à investir dans un quartier qui aujourd'hui était un tas de sable. Je me suis dit au moins j'investis avec des gars qui savent ce qu'ils font et qui ont développé des quartiers entiers dans le passé. Et quoi qu'il arrive, même si eux financièrement ils sont en danger à un moment donné, il y aura quelqu'un qui remettra au pot, il y aura le gouvernement qui aidera. Je me disais je prends déjà beaucoup de risques, donc au moins le développeur allons avec des gens qui sont sûrs quoi. Et en quoi aujourd'hui c'est différent? Pourquoi aujourd'hui tu te dirais que tu pourrais aller par exemple sur des promoteurs comme Tiger? C'est vrai que tu as fait une vidéo il n'y a pas longtemps en montrant la belle plus-value de tes clients. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui tu aurais beaucoup moins peur d'y aller? En fait, c'est pas, je suis pas en train de te dire qu'aujourd'hui j'aurais beaucoup moins peur d'y aller, mais ce que je veux dire c'est que en fait, moi j'ai pris des décisions par rapport à ma volonté de m'exposer à un risque ou non, et qu'au final, moi, ma stratégie, ça a été de limiter le risque au maximum et à cause de ça, j'ai limité mes gains en fait. Et ce que je veux dire, c'est que si à cette époque-là, j'avais fait autrement, j'avais investi sur Tiger, sur Nobles par exemple, si j'avais investi dans du Ellington quand ils étaient encore tout petits, etc., aujourd'hui, j'aurais fait beaucoup plus d'argent. Peut-être que je vais continuer à le faire et c'est pas mal ce que je continue à faire d'ailleurs, je dois l'avouer. Mais au final, je me rends compte qu'en ayant cette mentalité-là, en ayant je limite mon risque au max, mais du coup, je limite
de mes gains aussi. Et il y a des développeurs qui sont aujourd'hui beaucoup moins connus, type Iman, type City Developer, type Imtiaz qui est en train d'exploser en ce moment, où au final tu as un rapport qualité-prix qui est imbattable. C'est beaucoup moins cher que du Emaar. La qualité, elle est 10 fois meilleure en termes de matériaux et de ce qu'il délivre. Et à la fin, à l'arrivée, tu vas le louer plus cher, tu vas le revendre plus cher. Tu vas vouloir rester avec des grands noms, finalement, tu limites quand même tes gains. Et du coup, quand tu conseillais tes clients et que pour la plupart ou certains du moins ont acheté sur des développeurs qui étaient moins connus, qu'est-ce qui fait que tu les as conseillés à faire ça alors que toi-même tu le faisais pas? Parce que eux, tout simplement, ils n'avaient pas le budget en fait. Ils n'avaient pas le budget pour aller sur du Emaar ou sur du Meras. Donc c'est pas que je leur conseillais d'aller sur autre chose. Là où Emaar, Meras, ça coûte 500 000, 600 000 euros, eux, ils avaient 200 ou 300, tu vois, par exemple. Et donc du coup, ils avaient un plus gros budget, mais ils voulaient 2 bedrooms, soit 3 bedrooms. Et donc du coup, ils n'avaient pas le choix. Ils pouvaient pas aller sur ces développeurs-là. Ils pouvaient pas aller sur du Downtown ou du City Walk. Et du coup, en ayant cette contrainte budgétaire, ils sont allés sur d'autres développeurs et au final ils ont fait plus d'argent. Ok, intéressant. Là tu vois, il y a Odéon, j'en profite, on passe devant. C'est un petit concept store, je dirais, autour de la gastronomie française. Donc c'est une épicerie fine en bas et au-dessus c'est un restaurant. Et l'hiver ils font un truc incroyable, c'est que sur le rooftop ils font raclette à volonté avec la vue sur Downtown. C'est assez incroyable. Bon là il fait hyper chaud, donc parler de raclette, j'avoue, ça fait pas rêver, mais tous les Français en général qui habitent à Dubaï connaissent Odéon. Et là pour vous faire un petit point géographique, on est sur Jumeirah Road, donc en fait c'est la rue principale qui longe la plage à Dubaï. Tout ce qui est derrière les bâtiments qu'on voit là derrière les mains, juste là, la rue derrière, c'est le bord de mer et c'est une plage qui est immense, qui fait plusieurs kilomètres et qui part du nord, au nord de Downtown jusqu'au Burj Al Arab. Plage, piste cyclable, etc. C'est top ici pour se baigner et pour faire du sport. Après, pour ce qui est des commerces, c'est aussi une rue sur laquelle il y a plein de locaux commerciaux. On voit là toutes les villas. En fait, ça à la base c'était des villas d'habitation qui ont été converties en villas commerciales. C'est que des cliniques esthétiques. Donc il faut avoir une volonté de faire ici pour pas se faire piquer toutes les semaines. La troisième erreur dont tu nous as parlé, c'est le fait de ne pas avoir acheté une townhouse. Et là par exemple, tu vois, j'en vois là qui visiblement sont en construction en face de nous. Qu'est-ce qui fait que par exemple tu te positionnerais pas sur un projet comme ça en bord de mer? Ça a l'air top. Alors déjà, ça c'est pas une townhouse, c'est une villa. C'est quoi la différence? On voit bien que tu regardes pas mes vidéos avec assiduité. Ça c'est une villa, ce qu'on appelle une villa ici, c'est une villa individuelle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de mur commun avec une autre maison à côté. Et une townhouse, tiens par exemple ça pourrait être considéré comme une townhouse, quoique c'est pas comparable parce que c'est vraiment une villa commerciale. Les villas qui sont mitoyennes, soit sur un mur ou soit sur 2 murs, ça c'est des townhouses. Et les prix, ça n'a rien à voir, c'est du simple au double. Aujourd'hui, dans les programmes immobiliers, les villas, c'est aux alentours de 1,5 million, 2 millions d'euros, alors que les townhouses, on va être aux alentours de 600 000 euros à peu près, entre 600 et 800 000 euros. Ici, dans ce quartier-là, on peut pas acheter, nous. Jumeirah, Soukem, tout le littoral, c'est réservé à l'achat. On peut y vivre, on peut être locataire, mais on peut pas acheter, c'est réservé aux ressortissants des pays du Golfe. Donc là, en l'occurrence, je pourrais pas. Mais sur un autre programme, sur des programmes qui sont ce qu'on appelle des grands compounds. En fait, un compound, c'est des espèces de petites villes dans la ville qui sont en général plutôt côté désert, qui sont des grands quartiers, grandes communautés. Là, je pourrais appeler et je pourrais acheter. Et d'ailleurs, c'est un projet, prochain programme qui sort, j'en prends une. Et ça, c'est quoi là, ce bâtiment Ce bâtiment avec dessus, plein d'herbes, ça c'est les restaurants qui sont rattachés au Four Seasons. Ça c'est le Four Seasons Jumeirah. Et en fait ça là, tout ce truc là avec le mur végétal, c'est des restos. Et parmi ces restos là, il y a Nosret, le gars qui fait comme ça là, avec le sel sur la viande et qui fait des steaks en or. Et là son resto. C'est très bon, si vous passez par Dubaï, je vous conseille d'y passer. Donc là voilà, clinique esthétique. Je vois beaucoup de mosquées là, regarde, il y en a une là qui est juste ici, il y en avait une genre 300 mètres avant. Est-ce que c'est obligatoire? Enfin, comment ça se passe en fait? Non, il n'y a pas d'obligation. Alors ceci dit, comme ici quand même on est dans un pays musulman, en général quand il y a une nouvelle communauté ou un nouveau quartier qui est construit, il y a toujours une place qui est réservée pour une mosquée. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mosquées en général, elles sont financées par les fidèles. C'est pas quelque chose le gouvernement il va offrir un terrain, mais par contre ça va être financé par les fidèles parce que c'est un peu une obligation. En tout cas, c'est encouragé de financer des mosquées, participer à la construction. Et donc du coup ici, comme il y a énormément de locaux, on est dans un quartier à
je dirais 80% émiratis, du moins historiquement. Aujourd'hui, il y a beaucoup aussi d'Européens qui vivent là, mais historiquement, c'est un quartier vraiment à 100% émirati. Du coup, il y a beaucoup de mosquées qui ont été construites ici. Et c'est vrai que Jumeirah, Souqam, tout le bord de mer, on a encore une là. Il y en a une là, il y en a une là. Ah oui, il y en avait une encore à 200 mètres avant. Ouais. C'est vraiment le quartier de Dubaï où tu vas trouver le plus de mosquées, la plus grosse concentration de mosquées. Et après, dans les endroits où il y a plus, tu sais, une population européenne, type Dubai Creek Harbor, Downtown, DIFC, etc., tu vas avoir juste une ou deux mosquées pour tout le quartier. Mais ici, le vendredi, elles sont toutes pleines, par exemple. D'accord. Est-ce que c'est un point de vigilance pour les Européens qui achètent près d'une mosquée et qui... Parce que je sais que l'appel à la prière, sauf erreur, il est assez tôt, je crois, le matin. Ouais, moi j'habite juste en face d'une mosquée, je peux te le dire. En ce moment, c'est 3h41. 3h41, donc tous les matins à 3h41, l'appel à la prière retentit. Ouais. C'est très fort, je suppose. Ouais, c'est très fort. Oui, le but c'est que ça te réveille quand même. Et c'est quand même le but de l'opération. Et du coup là on voit pas mal de mosquées. Est-ce qu'il y a également des églises et des synagogues à Dubaï? Des églises, il y en a, elles sont à Dera. Il y a une grosse communauté chrétienne, j'allais dire catholique, mais en vérité c'est pas réellement catholique parce qu'il y a des Russes, beaucoup de Russes qui sont orthodoxes. Il y a beaucoup d'Indiens aussi qui sont chrétiens, il y a beaucoup de Philippins qui sont chrétiens. Il y a plusieurs églises et il y a même une école catholique qui est rattachée à l'église, elle s'appelle Sainte-Marie. Pour les synagogues, je sais parce que j'ai dans mon entourage des personnes qui sont de confession juive, qui habitent à Dubaï depuis pareil 10-15 ans et je sais qu'ils vont à la synagogue de temps en temps, donc je sais que ça existe aussi, mais je sais pas où pas. Et il y a aussi des temples hindous, et il y a aussi des temples bouddhistes. Il y a tout en fait, parce que ici tu as je sais pas combien de communautés qui sont représentées, donc il y en a pour tout le monde. Ouais. C'est fou que ce soit si vert alors que le bord de mer soit si proche. Et tu m'expliques comment ça se fait qu'il fasse si chaud, il n'y a pas d'eau et les jardins ils sont plus verts qu'en France? En fait ici à Dubaï on utilise de l'eau désalinisée, donc en fait étant donné qu'on utilise l'eau de la mer et qu'on enlève son sel, il y en a à peu près de façon illimitée. Et partout il y a des petits tuyaux là, le goutte à goutte, et c'est ça qui fait que ça ne demande pas spécialement d'entretien et que tous les espaces verts ils sont arrosés en permanence et que ça reste vert même s'il fait très chaud. Bon, ça y est, on arrive à la fin de Jumeirah, donc du coup on va se laisser. J'espère que cette vidéo vous aura quand même appris certaines choses. Si je dois résumer, c'est que vraiment quand on investit à Dubaï, il faut déconstruire un petit peu tout ce qu'on croit savoir de l'immobilier qui est calqué sur le marché immobilier européen, et il faut avoir l'esprit ouvert aussi bien en termes de développeurs que de quartier. Donc si vous avez envie d'en savoir plus et d'aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à nous contacter via les contacts en description. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.